L'Union européenne vient de poser une décision qui, sur le papier, paraît claire, presque définitive. Couper totalement le gaz russe d'ici 2027. Une date, une ligne rouge. Une promesse politique forte. À Bruxelles, le raisonnement semblait limpide. Après des années de dépendance énergétique, le moment était venu de tourner la page, d'envoyer un message sans ambiguïté et de montrer que l'Europe pouvait reprendre le contrôle de son destin. Sauf que la réalité n'a pas attendu. À peine l'annonce faite, le décor s'est fissuré. Pas à l'extérieur, à l'intérieur même de l'Union. Parce que derrière cette décision énergétique se cache une question, beaucoup plus profonde. Une question que l'Europe évite depuis des années, mais qui revient toujours au moment des crises. Qui détient réellement le pouvoir? Est-ce que ce sont les institutions européennes ou bien les gouvernements nationaux, élus par leur propre peuple? Pour certains pays, le doute n'existe pas. En Hongrie, cette rupture, programmée avec le gaz russe, n'est pas vécue comme un choix collectif. Elle est perçue comme une injonction, une directive imposée depuis le sommet, sans tenir compte des réalités locales. À Budapest, le message est reçu comme une tentative de contrôle. Contrôle du chauffage, contrôle de l'industrie, contrôle du rythme économique du pays. Résultat, la Hongrie ne se contente pas de protester. Elle décide d'assumer le conflit, ouvertement, et elle n'avance pas seule. La Slovaquie se joint rapidement à cette contestation. 2 pays, 2 capitales, mais une même ligne. L'Union peut proposer, mais elle ne peut pas ordonner indéfiniment. Et c'est là que le signal devient impossible à ignorer. Quand certains membres cessent de suivre, les failles du système apparaissent au grand jour. Alors une autre question surgit. Comment un État relativement peut-il défier une machine aussi massive que l'Union européenne? La réponse est simple. Il n'a pas besoin de forces militaires. Il n'a même pas besoin d'un affrontement frontal. Il lui suffit d'utiliser les règles. C'est exactement ce que fait la Hongrie. Pas de discours enflammés, pas de rupture spectaculaire, mais une stratégie juridique minutieuse. Budapest ne s'attaque pas au fond du problème. Elle attaque la méthode. Selon elle, la procédure choisie par Bruxelles n'est pas la bonne. Mettre fin au gaz russe ne serait pas un simple ajustement technique. Ce serait une décision de sécurité nationale. Et dans ce domaine, explique la Hongrie, chaque État doit conserver un droit de protection, un droit de regard, un droit de veto. Autrement dit, pour Budapest, ce choix aurait dû exiger l'accord unanime des membres. Pas un vote permettant à une majorité de forcer la main aux autres. Mais l'enjeu réel n'est pas de gagner un procès dans 5 ou 10 ans. L'objectif est bien plus immédiat. Ralentir, bloquer, créer de la friction, multiplier les recours, allonger les délais, plonger la décision dans une zone d'incertitude. Faire en sorte que 2027 ne ressemble plus à une échéance réaliste, mais à une date théorique. Et surtout, envoyer un signal aux autres capitales. Si un pays résiste, d'autres peuvent hésiter, puis douter, puis reculer. Le message est clair. Dans un système complexe, celui qui ralentit peut parfois peser plus que celui qui avance. Mais une question demeure. Comment la Hongrie peut-elle se permettre d'aller aussi loin? C'est ici que le décor change brutalement. Juste avant que ce bras de fer ne prenne une ampleur continentale, Viktor Orban apparaît à Washington, aux côtés de Donald Trump. Une image, un symbole, mais surtout une conséquence très concrète. Peu après cette rencontre, la Hongrie obtient une exemption, temporaire aux sanctions américaines liées à l'énergie russe. 1 an de marge, un sas de sécurité. Pendant que l'Union européenne durcit sa ligne, Budapest reçoit une porte de sortie. Ce n'est pas un simple geste diplomatique, c'est une assurance. À partir de là, la stratégie hongroise change de nature. Elle ne ressemble plus à un coup de poker. Elle devient un calcul rationnel. Tenir tête à Bruxelles en sachant qu'un acteur majeur ouvre un espace de respiration. Résister à l'intérieur tout en étant soutenu à l'extérieur. Et cette configuration place l'Union européenne face à un problème inédit. Que faire quand la négociation ne suffit plus? Traditionnellement, Bruxelles fonctionne par le compromis, la persuasion, la discussion interminable. Mais ici, la mécanique se grippe. Et un réflexe radical commence à émerger. Changer les règles. Aujourd'hui, pour adopter des sanctions majeures, l'Union exige l'unanimité. Un seul pays peut bloquer l'ensemble du processus. C'est une protection, mais aussi une faiblesse. De plus en plus de voix évoquent l'idée de supprimer ce verrou, au moins sur les sujets liés aux sanctions. Passer à un vote à la majorité, permettre à l'Union d'avancer même si certains refusent de suivre. Dans les cercles européens, cette option est perçue comme extrême, presque explosive. Ce n'est pas un simple ajustement institutionnel, c'est une transformation profonde du projet européen. On passerait d'une union fondée sur le consensus à un système où la majorité impose sa volonté sur des questions vitales. La guerre, la paix, l'énergie, et là, une interrogation devient inévitable. Est-ce que forcer l'unité ne risque pas, paradoxalement, de détruire ce qui reste de cohésion?
Pendant longtemps, l'Europe a avancé grâce à un moteur central, l'accord franco-allemand. Quand Paris et Berlin convergeaient, le reste suivait. Mais ce moteur s'essouffle. Cette crise révèle autre chose. L'émergence d'un bloc plus discret, mais de plus en plus structuré. Des pays d'Europe centrale qui coordonnent leurs positions. Ils ne se contentent plus d'accompagner les décisions. Ils utilisent leur pouvoir de blocage comme un outil stratégique. Résultat, la politique européenne change de visage. Ce n'est plus une trajectoire linéaire dictée par quelques capitales. C'est un équilibre instable entre plusieurs visions du monde. Et plus une structure devient fragmentée, plus elle devient lente, moins prévisible, plus vulnérable sur la scène internationale. Ce qui nous amène à une conséquence bien plus large. Quand un bloc comme l'Union européenne se divise publiquement, ce n'est pas seulement son image qui se fissure. C'est l'équilibre mondial. Une Europe affaiblie, c'est une Europe dont la parole pèse moins. Et ce vide attire l'attention d'autres puissances, en particulier en Asie. Des économies perçues comme plus stables, plus cohérentes, plus prévisibles. Ce ne sont pas des agresseurs, ce sont des alternatives. Dans un monde incertain, la stabilité devient une valeur stratégique. Et un partenaire fragmenté inspire moins confiance. Ce mouvement accélère une tendance déjà en cours. Renforcer ses propres chaînes d'approvisionnement, sécuriser ses finances, diversifier ses alliances. Non pas pour attaquer l'Occident, mais pour ne plus dépendre de ses crises internes.